Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui du nouveau gouvernement. Du nouveau gouvernement Borne 2, qui a été révélé donc en ce début de semaine avec 42 ministres, dont 21 hommes et 21 femmes. C'est la présentation qui nous est faite de ce gouvernement avec fierté. Moitié homme, moitié femme, strictement, comme si c'était quelque chose d'absolument fondamental. Alors regardez cette brochette, ça c'est la photo officielle. C'est énorme, 42 personnes. Je voudrais rappeler quand même ici que, par exemple, en Allemagne, il y a 17 ministres, dont Olaf Scholz, dont le chancelier. C'est pas comme quand on en a 42. Parce que ça devient ingérable. C'est un peu comme l'Union européenne. Déjà que ça marchait pas beaucoup, ça marchait mal à 6. À partir de 15, c'était devenu complètement ingérable. À 27, c'est le chaos total. Ça veut dire donc qu'en France, on est dans une situation qui est assez baroque, avec 42 ministres, dont d'ailleurs, quand on prend les intitulés, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui se marchent les uns sur les autres, qui se marchent sur les pieds, on n'y comprend plus rien. Un petit mot quand même sur cette photo que je trouve assez dingue, c'est que quand on la regarde, ça n'est pas faire du mauvais esprit que de dire qu'on a l'impression que le président de la République, c'est Bruno Le Maire, qui est au premier plan, devant tout le monde, avec Madame Borne qui est là et Monsieur Macron qui est là. Ça n'est pas normal. Normalement, dans une photo officielle d'un gouvernement, il y a le président de la République avec son Premier ministre à côté. Donc déjà, je pense que Monsieur Le Maire, qui n'est jamais en retard pour se montrer son museau devant les autres, eh bien ici a joué sans doute des coudes pour apparaître sur cette photo. Alors je ne vais pas vous décrire tout ça. Ici, tout le monde a reconnu Madame Schiappa, qui est une revenante. On a l'impression qu'elle s'est fait des extensions et qu'elle sort de la douche. Enfin, je ne vais pas vous les commenter de façon ironique parce que ça serait rigolo, mais vous n'êtes quand même pas là pour assister à un numéro de musical. Je voudrais quand même vous parler du fond de ce gouvernement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Dans une démocratie, normalement, lorsqu'un parti au pouvoir subit un échec cinglant, comme ça a été le cas du parti de Macron, qui s'appelle Renaissance, ce qui est sans doute une antiphrase. Je rappelle que Renaissance, que le En Marche avait en 2017 obtenu 308 députés, que Renaissance en a obtenu 166. Et puis ils ont réussi après l'élection à gratter, faire réintégrer dans Renaissance des gens qui en avaient été exclus. Je pense par exemple à cette lumineuse idée de présenter Manuel Valls comme le candidat de Renaissance pour les Français vivant au Portugal, en Espagne, à Andorre et à Monaco. Vous savez que donc le candidat normalement de En Marche avait été mis de côté. Manuel Valls s'est pris un râteau, donc du coup, celui qui a été élu a été réintégré dans Renaissance. Donc en fait, ils en ont eu 168. Il n'en demeure pas moins qu'on est passé de 308 à 168. Voilà. C'est la vérité des urnes. Donc normalement, dans toute démocratie digne de ce nom, quand on a un verdict pareil des urnes, ça veut dire qu'il y a un désaveu massif de la population à l'encontre du chef de l'État ou du chef du gouvernement. Alors il est vrai que la défaite a été amoindrie, si j'en peux dire, a été adoucie par le fait que les élus du MoDem d'une part et de Horizon, le parti politique d'Édouard Philippe, qui sont censés faire partie de la majorité, eux ont augmenté leur nombre. Le MoDem a augmenté, Horizon a forcément augmenté puisqu'il n'en avait pas en 2017. Et donc au total, tout bien pesé, le gouvernement, enfin M. Macron plus exactement, peut compter sur à peu près 245 à 250 députés. Mais c'est quand même très loin des 289 députés nécessaires à faire une majorité. Alors normalement, dans une démocratie, eh bien, soit on aurait dû avoir un changement complet de dirigeants. Alors, il est vrai que le président de la République en France est élu pour 5 ans. Il n'est pas, comme c'est le cas par exemple en Allemagne ou en Angleterre, il n'est pas dépendant d'une élection législative directe. Mais normalement, soit il aurait dû démissionner, soit éventuellement rester en place, mais élargir sa majorité et modifier la politique. Pour Macron, non.
Il a pourtant dit, il a fait des déclarations en disant voilà, j'ai demandé aux partis de gouvernement. Bon, déjà, il a exclu les partis, la France insoumise et le Rassemblement national pour M. Macron ne sont pas des partis de gouvernement. Alors moi, j'aimerais savoir en vertu de quoi, qui l'autorise, ou est-ce qu'il a vu dans la Constitution que le président de la République française a le droit de dire, de discriminer, c'est de la discrimination, de partis politiques qui ont rassemblé des millions de suffrages de ses concitoyens et dont il dit que ce ne sont pas des partis de gouvernement. J'aimerais savoir où il le trouve. Et pour le reste, les partis dont il estime qu'ils sont de gouvernement, il pense notamment au Parti socialiste, il doit penser à EELV, il doit penser également aux Républicains. Donc là, il leur a proposé, semble-t-il, de participer à la majorité. Sauf que, si j'ai bien compris aussi, c'était à prendre ou à laisser, c'était de toute façon pour appliquer son programme, à lui Macron. Programme dont je rappelle quand même qu'on n'en a pas parlé ni en 2017 ni en 2022. Il n'y a quasiment pas eu de campagne. Et dont je rappelle aussi, mais ça vous connaissez mes analyses depuis 15 ans, que de toute façon le programme de Macron, il est connu, il n'y a pas besoin de lui demander. C'est le programme imposé par l'Union européenne. Par exemple, la retraite à 65 ans. Par exemple, la démolition des services publics. Par exemple, la privatisation subreptice de la santé. Par exemple, l'alignement complet de la France sur la diplomatie des États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc ça, c'est le programme implicite ou explicite, ça dépend s'il est écrit directement dans les traités ou dans les rapports des grandes orientations des politiques économiques annuelles publiées par la Commission européenne, ou bien si c'est implicite. Mais le fait est là, c'est que de toute façon, son programme est celui-là. Et donc, lorsqu'il a pris contact avec les Républicains ou avec EELV, il leur a laissé entendre qu'en fait, c'était à prendre ou à laisser. Ils avaient le droit de se rallier à lui à condition qu'il mène la politique qu'il avait ainsi décidée. Alors, du coup, ça donne cette situation assez incroyable quand on y réfléchit. C'est que on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce gouvernement, mais en fait, si les Français avaient envoyé une large majorité pour Renaissance, on aurait eu le même gouvernement. C'est-à-dire que Macron n'a tenu aucun compte du choix des électeurs. Et quand il dit « j'ai proposé à des partis de gouvernement FCE qui n'ont pas voulu venir », il se moque du monde, parce qu'on doit d'abord définir un programme. Or, les autres partis n'allaient quand même pas entrer dans son gouvernement pour appliquer une politique pour laquelle ils n'ont pas été élus, puisque justement les Français qui ont voté pour les Républicains, pour EELV, pour le Parti communiste français, pour LFI, pour le RN, etc., ils ont justement voté contre Macron et contre son programme. Ça veut donc dire que l'on se retrouve avec un gouvernement qui est minoritaire et qui aurait été le même si M. Macron avait obtenu un raz-de-marée en sa faveur. Alors, s'il avait tenu compte du vote des Français, il se serait d'abord débarrassé de Mme Borne elle-même. Mme Borne, je suis désolé de le dire, c'est la voix de son maître. Elle a montré depuis sa nomination quand même une fadeur extrême. J'ai vu je ne sais plus quel responsable politique qui a dit dès qu'il entendait Mme Borne, au bout de 30 secondes, il avait envie de s'endormir. Et on voit que c'est une femme qui est entêtée, qui est assez déplaisante. J'ai déjà eu l'occasion de parler de façon familière. Elle a un petit côté mère tape dure, parce qu'on l'a vu au cours des 5 ans précédents. Elle n'a jamais hésité à taper sur les petites gens, etc., pour faire prévaloir les intérêts d'une minorité qui agissante. Normalement, elle aurait dû dégager. Elle aurait d'autant plus dû dégager qu'elle a été élue, rappelez-vous, avec 52% des suffrages, contre un jeune étudiant de 22 ans totalement inconnu du grand public qui, pour un peu, battait le Premier ministre. Enfin, c'est quand même pitoyable. Normalement, un Premier ministre, quand il se présente à des élections, il doit faire au moins 57-58%. Bon. Elle a quand même réussi un double record, c'est-à-dire qu'elle a commencé dans tous les sondages de popularité qui existent depuis plusieurs décennies maintenant. C'est le Premier ministre qui commence avec le pire sondage de popularité. Elle fait pire qu'Édith Cresson, ce qui est quand même presque un tour de force. Et ça, c'était le premier coup. Le deuxième coup, elle a encore perdu. Elle est maintenant aux alentours de 33% de popularité, ce qui, pour un Premier ministre nouvellement nommé, est absolument incroyable.
Alors la première chose qu'aurait dû faire donc Macron, à mon avis, c'était déjà de se débarrasser d'elle. Sauf que le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'il ait une solution de rechange. Et c'est là que le bât blesse. C'est que dans la mesure où Macron est un individu extrêmement autoritaire et narcissique, sous ses airs faussement sympathiques, il a les pires difficultés à trouver un Premier ministre. On l'a vu, c'est un psychodrame qui a duré des semaines et des semaines. Donc du coup, comment dirais-je, il a prolongé le bail de Madame Borne. Dans un deuxième temps, ce qu'il aurait dû faire aussi, c'était qu'il aurait dû changer un certain nombre de personnalités particulièrement controversées, ou qui sont soit controversées parce qu'elles ont sur leur tête des affaires, ou parce qu'elles se sont mises à dos une grande partie de la population française, ou alors parce que ce sont des responsables qui ont eu des fiascos absolument mémorables, au premier rang desquels quand même Darmanin. Darmanin, lui, il coche toutes les cases. Il est très impopulaire. Il a le dernier fiasco en date, c'est celui du stade de France, avec les mensonges qui ont été proférés à l'encontre des supporters britanniques et espagnols. Franchement, le fait qu'il soit prolongé, renommé dans les fonctions qu'il occupe maintenant depuis le début de l'arrivée de Macron à l'Élysée montre qu'en fait Macron n'a strictement rien à faire de l'opinion majoritaire des Français. Par la même occasion, il y a Bruno Le Maire, le ministre des Finances, qui est un homme assez sympathique d'ailleurs en apparence, mais qui est d'une nullité professionnelle qui force l'admiration. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Moi, j'avoue que je ne me lasse pas de relire les déclarations qu'il avait faites au mois de mars dernier en disant qu'il allait mettre à genoux l'économie russe. Voilà, vous savez que la monnaie russe, on sait ça maintenant, depuis juin ou juillet, eh bien maintenant la monnaie russe est la monnaie qui s'est le plus appréciée au monde. Voilà, c'est-à-dire que c'est la monnaie la plus forte du monde, celle qui a le plus augmenté. Bruno Le Maire devrait quand même, il est quand même co-responsable de la situation économique qui s'aggrave, de l'inflation qui progresse, des décisions de sanctions économiques et financières contre la Russie. Il porte une responsabilité écrasante avec Macron de l'impasse dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer. Il y a M. Dupond-Moretti qu'on ne présente plus et que toutes les gazettes d'ailleurs donnaient partant, qui est également maintenu. Il y a également Véran. Alors Véran, c'est quand même quelqu'un... Il y a des gens qui apprécient Véran. La preuve, c'est qu'il a été, hélas, réélu assez brillamment au poste de député. Il faut le lui reconnaître. Mais il faut reconnaître aussi que Véran, pour une très grande partie de la population, est le symbole même du mensonge, de quelqu'un qui ment de façon absolument éhontée. On pourrait passer au moins une demi-heure à dresser la liste des mensonges qu'il a tenus au sujet de la Covid-19, au sujet des masques, au sujet des vaccins, au sujet du confinement, etc. Enfin, c'est absolument hallucinant. Et M. Véran, que Macron avait déjà maintenu dans Borne 1, en le changeant de fonction, en le mettant au ministre chargé des relations avec le Parlement, cette fois-ci le met comme porte-parole à la place de Mme Olivia Grégoire, qui a sans doute déplu, parce que c'est vrai qu'elle ne fait pas dans la dentelle, mais mettre M. Véran, qui a une solide réputation de menteur invétéré, comme porte-parole du gouvernement, à mon avis, c'est véritablement se moquer du monde. Ça fait partie de ce que je subodore dans la personnalité de Macron, c'est que plus il pense qu'une nomination va irriter, agacer, j'emploie des mots châtier, une partie des Français, et plus ça lui fait plaisir, ça le fait jouir de nommer quelqu'un dont il pense que ça va mettre en colère des millions de Français. Je crois que c'est vraiment une caractéristique du personnage. Parmi les personnes qui auraient pu également s'en aller, il y avait quand même également Pape Ndiaye, parce que Pape Ndiaye, pour l'instant, il n'a pas dit grand-chose. Quand il prend la parole, il faut tendre l'oreille d'ailleurs parce qu'il susurre. Mais il a réussi quand même à se mettre à dos très très vite les syndicats enseignants, ce qui n'est pas un tour de force, puisque la vocation du ministre de l'Éducation nationale, c'est quand même de se mettre à dos les syndicats. Enfin, lui, il n'a pas tardé à le faire. Et puis surtout, il a quand même, outre le pédigré qu'on lui a prêté, qui est quand même contestable, puisque c'est l'antithèse même, les thèses qu'il défend sont l'antithèse même.
de l'école républicaine et du refus du communautarisme. Mais en plus, alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a appris que ces enfants sont scolarisés à l'école alsacienne. Alors l'école alsacienne, il faut quand même savoir que c'est une école privée, qui est une des écoles les plus huppées de France, et que la scolarité coûte des milliers d'euros. Donc ça veut dire que M. Pape Ndiaye, il est à la tête d'un ministère. Alors il parle, voilà, il est pour la cancel culture, la woke culture, etc., etc. Il trouve que le collège unique, certainement, il doit trouver ça formidable, etc. Tout ça, c'est très bien. Sauf que lui, pour ses propres enfants, il les met dans l'école alsacienne où il y a les enfants des milliardaires. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il s'est, à mon avis, complètement ridiculisé. Voilà. Et puis alors, il y a également Madame Chrysoula Zakharopoulou, qui est la ministre de la francophonie, si j'ai bien compris. Alors elle a encore des affaires sur le dos. Bon, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça risque de peser sur le gouvernement au cours des mois qui viennent. Ça, ce sont les personnes qui, à mon avis, auraient pu quitter le gouvernement. Ça aurait donné au moins une satisfaction pour les Français qui avaient voté pour justement tout changer, alors qu'ils ont le sentiment de garder l'essentiel. Alors il y a quand même eu des entrants. Mais dans les entrants, on constate quoi? On constate, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a aucun entrant des Républicains. On avait pourtant parlé de tel ou tel, notamment Madame Vautrin, qui avait remontré son visage, puisqu'il avait été question d'elle pour Matignon. Mais enfin, il semble-t-il qu'elle est repartie parce je crois qu'elle a sur le dos le lobby LGBT, puisqu'elle a participé à la manif pour tous. En tout cas, pas de LR. Et puis surtout, je pense qu'au sein de LR, ils ont vraiment décidé qu'il n'y aurait pas de candidature dissidente. Il n'y aurait pas de personnes qui iraient à la soupe contre l'avis majoritaire des Républicains. En tout cas, il n'y a pas de LR. Il n'y a personne non plus du RN. Après tout, on a cru comprendre que M. Macron n'était pas si hostile à l'idée de faire entrer les gens du RN. D'une part, puisqu'il a dit à Mme Le Pen, qu'il l'a répété devant les médias, de même qu'il a dit la même chose à Roussel pour le PCF, qu'il envisageait de faire un gouvernement d'union nationale. Et il semble-t-il que ni Roussel ni Mme Le Pen n'ont donné suite. C'est donc la raison pour laquelle ensuite, d'ailleurs, il a dit non, moi, pas d'union nationale. Il a fait comme si c'était un choix volontaire, ce qu'il a subi. Je note quand même qu'au moment de la répartition des postes à l'Assemblée nationale, eh bien, les Républicains et surtout les députés de En Marche, il y en a forcément un certain nombre qui ont voté pour donner deux vice-présidences au Rassemblement national, ce qui est sans précédent. Mais ils ne sont pas entrés au gouvernement. Il n'y a pas non plus de ELV. Pourtant, Jadot s'était beaucoup agité dans les coulisses. Il avait fait savoir qu'il était favorable à une large coalition. Mais bon, on a dû faire comprendre à ELV qu'il ne fallait pas qu'il y aille. Je suppose que c'est ça. Il n'y a pas eu non plus de PS, ni de divers gauche. On a vu pourtant Montebourg pointer le museau, comme il sait le faire dès qu'il y a un fromage. Rappelez-vous quand même que pendant une grande partie de l'année 2021, on a vu M. Montebourg, sur toutes les chaînes de radio et de télévision, expliquer qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Il avait déjà fait le coup auparavant. Il n'a pas cherché les parrainages, mais il a eu droit à toutes ces heures et ces heures d'émissions qui ont été refusées à d'autres, et notamment à moi. Il n'y a personne du PCF. Pourtant, Roussel avait tenu donc des propos très alambiqués pour se faire bien voir, pour se faire remarquer. Même Clémentine Autain, qui est un peu la Vestale de LFI, avait dit qu'elle ne comprenait pas ce que voulait dire M. Roussel. Et puis enfin, il n'y a pas non plus de LFI. Voilà. Donc, résultat des courses, Macron n'a pas élargi du tout sa majorité. C'est ce qui me permettait de dire tout à l'heure qu'en fait, s'il avait eu un raz-de-marée en faveur de Renaissance, il aurait fait le même gouvernement. Donc en soi, c'est un crime contre la démocratie. Alors qui est-ce qu'il y a comme entrant? Il y a quelques revenants. Alors coucou la revoilou, Madame Schiappa.
On croyait qu'elle était partie. On croyait savoir qu'elle avait déjà tendu ses perches elle avait traversé la rue pour se faire embaucher, semble-t-il. Je ne sais pas si c'était sur Europe 1 ou en grande gueule ou je ne sais pas quoi. Finalement, elle revient avec d'ailleurs l'intitulé d'un ministère que j'ai même oublié d'ailleurs, enfin qui est absolument, ça fait partie de ces intitulés. On voit qu'il n'y a pas grand-chose derrière. On a vu également que M. Macron est allé rechercher de leur récente retraite Mme Darrieussecq et Mme Sarah El Haïry qui étaient dans les gouvernements de Castex. Ce qui signifie au passage que M. Macron a cherché des femmes dans cet objectif déraisonnable en fait d'avoir 50% hommes, 50% femmes, comme si c'était ça le fin du fin de la politique. Mais ça veut dire surtout qu'il a du mal à en trouver. Voilà. Donc il est allé repêcher des personnes qui avaient été écartées avec Borne 1. On remarque également qu'il y a dans le gouvernement l'entrée de personnalités qui sont alors des vrais politiciens ou des politiciennes totalement inconnus du grand public, mais connus dans le microcosme. Par exemple, l'entrée de deux proches, d'Édouard Philippe et de son mouvement Horizon, avec Madame Firmin Lebaudot, qui était le numéro 2 sur la liste aux élections municipales du Havre, dont la tête de liste était Édouard Philippe lui-même, et qui a un poste, elle est des ministres délégués ou secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé pour l'optimisation territoriale des professions de santé. Je ne sais pas comment ça va se dépatouiller là-dedans. Ils sont au moins 3 ou 4 ministres secrétaires d'État à s'occuper de santé. Et le deuxième, c'est un certain monsieur Christophe Béchu, qui, paraît-il, était, ça m'avait échappé à vrai dire, le secrétaire général du mouvement Horizon de Édouard Philippe, et qui, lui, donc, va s'occuper de la transition écologique et des territoires. Il reprend le portefeuille qui avait été attribué à madame Amélie de Lombard de Montchalin, la vicomtesse, qui a été chassée comme une malpropre lors des élections dans l'Essonne. Donc, Monsieur Béchu a pris ses fonctions. Il a réussi d'ailleurs en quelques propos assez bien tenus. Il a réussi à apparaître comme quelqu'un d'absolument odieux et insupportable. En tout cas, ce sont les représentants de Horizon. On note également l'arrivée, parmi les personnalités que j'ai notées, d'une dame qui est une arriviste, une ex-RPR, ex-UMP, ex-LR, qui s'appelle Madame Cayeux, qui sera chargée des collectivités locales auprès de 2 ou 3 ministres, et qui avait appelé à voter Macron comme deuxième mandat. Donc elle avait déjà quitté les Républicains. Elle avait pris le. C'est quand même quelqu'un qui a finalement qui a remonté tous les courants comme un saumon. Donc elle a été tous les courants du RPR, de l'UMP, des Républicains, jusqu'à maintenant aller chez Macron. On note également l'arrivée d'un fils d'archevêque, un fils de ministre. C'est Jean-Noël Barrot, le fils de Jacques Barrot du CDS, qui a été ministre de nombreuses fois, ultra-européiste, et qui, lui, est un élu du MoDem. Et donc la présence de M. Barrot au gouvernement va permettre de renforcer cette cabine téléphonique qui est la partie de François Bayrou, puisque on va avoir au gouvernement M. Barrot, Mme Sarah El Haïry et Mme Geneviève Darrieussecq, dont je parlais tout à l'heure, sans compter que François Bayrou est toujours au chargé du plan ou de la réflexion générale, ce qui ne l'empêche pas de prendre des positions et de s'attribuer des pouvoirs en l'absence de toute légalité d'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'en parler puisque c'est lui notamment qui a contribué à m'écarter de l'élection présidentielle et de m'empêcher d'avoir les parrainages qu'il a donnés généreusement en revanche à M. Philippe Poutou. On note aussi l'entrée au gouvernement de personnalités peu marquées politiquement, presque pas des politiques, notamment M. Combes, à qui certes a travaillé pour les centristes du Sénat. Ensuite, il avait travaillé pour l'UMP. Je crois qu'il avait été auprès d'un député qui s'appelle Bourbrock, mais qui est surtout connu maintenant pour être le directeur général de la Croix-Rouge française. Donc qui entre et qui va s'occuper de la santé, de la même façon d'ailleurs que M. Braun, qui est le président du syndicat du SAMU Urgence,
qui est un ardent covidiste et qui, donc, lui, va remplacer M. Véran, lui-même ayant été remplacé par Mme Bourguignon, qui a dû quitter ses fonctions puisqu'elle avait été battue aux législatives. Alors M. Braun, d'ores et déjà, a fait un scandale, enfin ça fait scandale, puisque chez les urgentistes, et ils disent qu'en fait, ce M. Braun est allé à la soupe. C'est un proche du médecin urgentiste Patrick Pelloux, qui a la clé d'entrée sur tous les plateaux de télé et de radio depuis des années. Donc il fait partie de ces urgentistes de télévision. Mais en revanche, les vrais médecins urgentistes sont vent debout. Ils l'étaient déjà contre Pelloux, ils le sont contre M. Braun, qui a fait un rapport flash. Vous avez peut-être entendu ça à la télé ou à la radio. On lui a demandé, c'est quand même incroyable aussi cette histoire, M. Macron lui a demandé de faire un rapport flash, et Mme Borne, de faire un rapport flash sur l'état des urgences. Ça fait quand même plus de 5 ans que Macron est à la tête de l'État, et il a eu besoin d'un seul coup que quelqu'un lui fasse un rapport flash, donc en quelques jours. Et puis le type a présenté son rapport, et toc, il a été nommé ministre. Et dans le rapport en question, c'est ce qui met en ébullition d'ailleurs les médecins urgentistes de France, c'est qu'il a proposé des choses qui contribuent en fait à accélérer le démantèlement du service public. Et notamment, il ne voudrait plus qu'il y ait d'urgence la nuit. C'est quand même... Alors si c'est les urgences uniquement aux heures ouvrables, enfin, je veux dire, jusqu'où va-t-on aller dans le délire et dans l'incompétence ou dans la volonté tout simplement de détruire l'appareil d'État et de détruire les services publics? M. Darmanin, qui a été prorogé comme ministre de l'Intérieur, s'est vu attribuer un portefeuille complémentaire qui est celui de l'outre-mer. Je ne trouve pas que ça soit une très bonne idée, parce que ce sont des problématiques qui sont quand même très spécifiques, les problématiques de l'outre-mer, qui nécessitent d'avoir vraiment des ministres compétents, ce qui n'est pas si fréquent d'ailleurs, parce que c'est souvent un portefeuille un peu mal aimé, bien à tort, parce que c'est tout à fait passionnant. Et il s'est fait flanquer pour cela de 2 personnalités. D'une part, le préfet Carinco, qui est ministre délégué à l'Outre-mer, et d'autre part, d'une secrétaire d'État, Madame Sonia Backès, qui était présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie. Alors je dirais un mot là-dessus. C'est que j'ai vu dans la presse que les gens ont dit oui, le préfet Carinco... il a été à Saint-Pierre-et-Miquelon, il a été, je crois, en Guadeloupe, il a été aussi préfet de région. Enfin, c'est quelqu'un qui a une grande carrière de préfet. Mais ce que les médias n'ont pas souligné, c'est que c'est quand même un grand spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque c'est quelqu'un que je connais assez bien. Il se trouve qu'en 1987, lorsqu'il y a eu les événements de Nouméa, j'étais à l'inspection générale des finances. Le Premier ministre, M. Rocard, était allé sur place et avait demandé au retour qu'il y ait une mission de l'inspection qui soit conduite sur le problème foncier en Nouvelle-Calédonie, qui est un des problèmes les plus importants qui soit sur le territoire. Et à l'époque, M. Carinco m'avait reçu, donc c'était en 87, donc c'était il y a 25 ans, donc il était plus jeune, moi aussi d'ailleurs, et donc il avait un peu piloté cette mission. C'est quelqu'un qui connaît quand même très bien la situation en Nouvelle-Calédonie. Et Sonia Backès, présidente de la région Sud, je la connais également, puisque lorsque j'étais allé en 2018 militer contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, en appelant tous les Calédoniens à voter contre l'indépendance lors du premier référendum, eh bien, elle m'avait très gentiment reçu, et c'est également une femme très compétente. Je trouve bien, ça montre quand même qu'il y a, semble-t-il, au sein de l'appareil d'État, une volonté d'avancer sur le dossier néo-calédonien et d'améliorer les choses. Personnellement, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais essayé de faire entrer au gouvernement un Calédonien, un de nos compatriotes kanak, voilà, et pas seulement un préfet métropolitain et quelqu'un qui fait partie de la communauté européenne en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi des Kanaks qui sont anti-indépendantistes, il faut quand même le savoir. Ils ne sont pas ridicules en nombre. Ça aurait pu être intéressant également de les faire entrer. Voilà. En tout cas, je le signale parce que, comme personne ne l'a dit, moi je le signale. Et je crois que c'est peut-être un des signaux importants de ce gouvernement, en tout cas prometteur d'avenir. Alors le résultat de tout ça, la conclusion générale, c'est que M. Macron a sans doute essayé
de faire du débauchage individuel. Il a sans doute dû proposer à Madame Vautrin, peut-être à Fabien Roussel, certainement à Jadot, etc., d'entrer au gouvernement. Ça, c'est à peu près certain. Sauf que, malheureusement, ces personnalités savaient qu'elles étaient scrutées par l'opinion publique et elles n'ont sans doute pas tenu à apparaître comme les Judas de service, puisque en aucun cas Macron ne souhaitait modifier si peu que ce soit le programme qu'il va infliger aux Français, et sur lequel d'ailleurs il n'a pas été élu, puisque un certain nombre de Français ont voté pour lui au deuxième tour, non pas pour lui, mais pour empêcher Madame Le Pen d'être élue à l'Élysée. Donc Macron, finalement, s'est fait refermer toutes les portes. On voit qu'il a d'ailleurs probablement du mal à trouver des ministres qui entrent dans cette galère. C'est peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des personnalités peu connues, voire peu politiques, qui entrent, parce qu'elles se disent sans doute c'est cette fois ou jamais que je pourrais entrer au gouvernement, mais que des responsables politiques et plus chevronnés se disent oh là là, en fait c'est un Titanic. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'immédiat, normalement, Madame Borne devrait poser la question de confiance. Voilà. Et elle a déjà dit qu'elle ne le ferait pas. Ce qui n'est quand même pas très bon. Si elle ne pose pas la question de confiance, c'est qu'elle doit avoir le sentiment que c'est pas sûr qu'elle l'obtienne. C'est quand même un peu mauvais genre. Il est donc très probable que, au moment où je parle, il est très probable que, sans doute, la France insoumise, en tout cas ils l'ont annoncé, enfin certains de ses membres l'ont annoncé, dépose une motion de censure. Je rappelle qu'une motion de censure, si elle est votée, eh bien le gouvernement tombe et on recommence tout à zéro. Ça serait assez rigolo. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire de la Ve République, en 1962. Ça n'est jamais arrivé depuis lors. Je rappelle que pour que la motion de censure soit votée, il faut qu'elle obtienne 289 voix au moins. C'est-à-dire que si vous vous abstenez, ça n'est pas considéré comme une défiance du gouvernement. Seuls les votes positivement pour la censure sont comptabilisés. Donc il va y avoir cette motion de censure, probablement, et ça va permettre aux opposants de se compter. La motion de censure pourrait peut-être être votée. Encore faudrait-il pour cela qu'il y ait tous les députés de la NUPES, tous les députés du Rassemblement national. Donc la NUPES, ça fait à peu près 135 personnes. Du Rassemblement national, ça fait à peu près 89. Donc ça nous ferait tout ceci à peu près 224 députés. Il faudrait y ajouter les 60 et quelques de LR, 61. Ça nous ferait du 285. Mais il en manque encore 4. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il gratte encore des divers gauche ou des divers droite. À mon avis, tel que je vois les choses arriver, si la motion de censure, LFI votera la censure, LR ne votera sans doute pas la censure. Ils diront non, on va attendre, il faut voir, etc. Et donc il suffit que LR déjà ne se joigne pas à la motion de censure pour qu'elle ne passe pas et que Madame Borne soit élue. On verra quelle sera d'ailleurs la position aussi du Rassemblement national sur cette question. S'ils votent la censure ou bien s'ils tiennent un discours de type LR en disant non, non, il faut attendre et voir ce que ça donne. Mais ça veut donc dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en fait, on se trouve face à un gouvernement minoritaire, comme on dit, ça existe, hein, minoritaire parce qu'il est soutenu par une minorité de députés, mais il ne se trouve pas à l'Assemblée nationale, du moins pour le moment, une majorité de députés pour le renverser. Ça veut donc dire que c'est un gouvernement qui est peu légitime, qui est fragile par nature, qui va pouvoir vivoter, puisqu'il n'y a pas de majorité pour l'instant pour le renverser, ne serait-ce que parce que probablement LR ne veut pas le faire. Et c'est un gouvernement qui, à chaque fois, sur chaque projet de loi qu'il proposera, va être obligé d'essayer d'attirer à lui une majorité des députés, ou du moins qu'il n'y ait pas une majorité qui vote contre le projet de loi. Quel est l'avenir d'un tel gouvernement? A priori, ça va marcher pendant quelques semaines, quelques mois, parce que sinon ça serait une crise politique, mais je serais quand même bien surpris que ça dure 5 ans. Non, ça ne paraît pas possible parce que forcément, il va y avoir des projets de loi, par exemple sur la réforme de la retraite
ou bien même le premier qui va commencer, c'est sur le pouvoir d'achat. Là, peut-être qu'il y aura sans doute pas une opposition sur le pouvoir d'achat, mais sur la réforme des retraites, sauf à ce que Macron décide de reporter sine die cette réforme pourtant exigée par l'Union européenne, là, il est possible qu'il tombe sur un bec. Voilà. Il est possible aussi qu'il y ait la même chose sur tel ou tel aspect de l'action gouvernementale. Et en particulier, il y a quelque chose sur lequel, normalement, il devrait lancer un débat, c'est normalement débattre de la situation internationale et de l'engagement des forces armées, notamment en Roumanie, en Ukraine, etc., face à la Russie. Mais ça, c'est un autre débat sur lequel je ferai une autre vidéo. Voilà. En d'autres termes, bien, on est entré dans une phase d'un président affaibli et qui n'a pas compris qu'il devait quand même changer, donner des véritables inflexions gouvernementales importantes pour faire entrer du monde. Et il ne pouvait pas rester président en décidant de tout et attendre que des partis d'opposition le rejoignent. La suite des événements, on va la voir tous ensemble, mais ce qui est important à comprendre, c'est que la situation économique ayant vocation à se dégrader. L'inflation redémarre. Le gouvernement allemand a fait savoir qu'il ne voulait pas que la BCE continue à subventionner les pays du Sud avec de l'assouplissement quantitatif. La situation financière va se dégrader. La situation matérielle des gens va se dégrader, puisque tout porte à penser qu'à la fin de l'année, surtout si l'hiver est froid, les Français vont se geler, puisque nous avons malheureusement une diminution drastique des livraisons de gaz russe que l'on a bien cherché d'ailleurs, puisque c'est l'Union européenne qui a prononcé l'embargo, puisque nous avons également une baisse le GNL venant des États-Unis rencontre des problèmes techniques, de même qu'en Norvège. Il est tout à fait possible qu'il y ait vraiment des restrictions. Macron avait dit d'ailleurs il n'y aura aucune restriction en matière de produits d'hydrocarbures ou je sais pas quoi à la fin de l'année, etc. Donc à partir du moment où Macron avait dit ça, on pouvait être certain qu'il y en aurait. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisque vous l'avez vu, les dirigeants d'EDF, d'Engie, etc. ont dit attention, attention, on va dans le mur. C'est ce que vient de dire le ministre de l'économie suisse, qui a engagé les Suisses à faire des provisions, notamment de fuel pour l'hiver, parce qu'on va avoir froid. Alors tout ça pour dire quoi ? Pour dire que cet hiver, Macron va se retrouver dans une situation qui, à mon avis, sera exceptionnellement difficile si effectivement il y a la convergence d'une crise économique, d'une crise sociale, d'une crise financière, d'une crise diplomatique, d'une crise internationale, d'une crise en matière déjà de simplement pouvoir se chauffer, une crise sanitaire et la cerise sur le gâteau étant une crise politique majeure. En fait, le problème de Macron, c'est que il ne tient compte d'aucune élection sauf la sienne. Voilà. Sauf que l'élection de Macron à l'Élysée a été truquée en 2017 comme en 2022. Et peut-être que la véritable façon de régler l'impasse dans laquelle la France s'enfonce, eh bien, c'est que le problème ne vient pas du gouvernement, le problème ne vient pas des députés, qui sont le reflet fidèle de ce que pensent les Français. Le problème vient de Macron, qui a été élu d'une façon extorquée au peuple français. Peut-être que c'est la présence même de Macron à l'Élysée qui se posera avant 5 ans. Vive la République et vive la France!